Elle devait épouser un capitaine? Mais la veille du mariage, 20 chevaux sont apparus à l'entrée du village. À leur tête, un Apache. Celui qu'elle avait caché, soigné, et aimé en secret. Ce qu'il a exigé ce jour-là, a changé sa vie et celle du village à jamais. Restez jusqu'à la fin, car la dernière minute vous fera revoir toute cette histoire d'un autre œil. Le tonnerre roulait au-dessus des collines lorsqu'Héloïse referma doucement la porte de la cuisine. La pluie tombait fort, frappant les vitres avec insistance. Tout le village semblait figé sous l'orage. À l'intérieur de la maison, son père, le pasteur Roux, récitait des psaumes à voix haute. Sa voix grave résonnait dans les murs de pierre, sévère et inflexible, comme toujours. Héloïse ne disait rien. Elle prit son châle et sortit par la porte de derrière. Elle avait besoin d'air. De solitude. Elle traversa le jardin trempé, les bottes s'enfonçant dans la boue, et atteignit les champs où les herbes sauvages s'agitaient sous la pluie. Soudain, elle s'arrêta. Un bruit. Faible. Un gémissement. Elle tendit l'oreille. Là, près des vieux cyprès, quelque chose bougeait. Lentement, Héloïse s'approcha, le cœur battant. Derrière un tas de pierres, à moitié caché dans les hautes herbes, elle aperçut un homme. Il était grand, allongé sur le côté, le visage tendu de douleur. Sa chemise était déchirée, et du sang coulait de son épaule. Un Apache. Elle en avait entendu parler. Les soldats disaient qu'ils étaient dangereux. Mais ce qu'elle voyait là, ce n'était pas un monstre. C'était un homme blessé, seul, sans défense. Héloïse regarda autour d'elle. Personne. Juste le vent et la pluie. Son père aurait crié que c'était un piège du diable. Mais dans son cœur, Héloïse entendait autre chose. Une voix douce. Celle de sa mère disparue, qui disait souvent, « Le cœur d'une femme connaît la vérité, même dans le silence. » Elle prit une décision. Sans réfléchir, elle se pencha vers l'homme. « Vous m'entendez » murmura-t-elle. Il ouvrit les yeux un instant, sombre et brillant malgré la fièvre. Il tenta de parler, mais sa tête retomba. Héloïse posa sa main sur son front. Il brûlait. Elle devait agir vite. Avec force et détermination, elle le fit rouler sur le côté et passa son bras sous le sien. Il était lourd. Très lourd. Mais elle serra les dents. Pas question de l'abandonner. Mètre par mètre, sous la pluie battante, elle le traîna vers la vieille grange. Sous la grange se trouvait un ancien cellier. Humide. Oublié. Son père disait qu'il était maudit. Mais pour elle, ce soir-là, c'était un sanctuaire. Elle ouvrit la trappe. Une odeur de terre froide s'en échappa. Elle descendit doucement avec le corps du blessé. Elle ne savait pas encore son nom, ni d'où il venait. Mais une chose était sûre, à partir de cette nuit, plus rien ne serait comme avant. Le matin se leva sur un ciel encore gris. La pluie avait cessé, mais les chemins restaient humides et glissants. Héloïse se leva tôt, bien avant que son père ne commence la prière du jour. Elle remplit une bouteille d'eau, coupa 2 morceaux de pain rassis, prit une petite trousse de plantes médicinales, puis sortit discrètement par la porte arrière. Personne ne la vit marcher vers la grange. Elle souleva la trappe du cellier avec précaution. L'air était frais et humide, chargé d'odeurs de terre, de paille et de poussière. Là, dans l'obscurité, l'homme dormait encore. Il respirait difficilement. Son visage était pâle, tendu. La blessure sur son épaule n'avait pas cessé de saigner. Héloïse posa doucement la lanterne près de lui, puis s'agenouilla. Elle nettoya la plaie avec de l'eau chaude et un linge propre. Il gémit légèrement. Lorsqu'elle voulut appliquer une compresse à base de plantes, il ouvrit brusquement les yeux et attrapa son poignet. Son regard était intense, rempli de douleur et de méfiance. « Chut, je ne veux pas vous faire de mal, » dit-elle d'une voix douce. Il la fixa longuement, puis relâcha lentement sa main. Elle reprit son travail avec plus de calme. Elle plaça un coussin sous sa tête, puis lui tendit un morceau de pain trempé dans de l'eau. Il hésita, puis accepta. Durant les 2 jours suivants, elle vint matin et soir. Elle lui parlait doucement, même s'il ne répondait pas. Il l'écoutait. Et surtout, il l'observait. Il ne disait pas un mot. Mais ses gestes, ses yeux, parlaient pour lui. Quand elle entrait, il la saluait d'un léger signe de tête. Quand elle lui apportait de la nourriture, il posait sa main sur son cœur en signe de remerciement. Héloïse ne connaissait pas son nom. Elle n'osait pas demander. Elle l'appelait simplement vous, sans savoir s'il comprenait. Un soir, elle apporta un vieux livre pour enfants. Elle s'assit à côté de lui et traça une lettre dans la poussière au sol, un nœud. Puis elle se montra du doigt. « Héloïse » dit-elle lentement. L'homme la regarda, puis prit son doigt et dessina une lettre à son tour, un T. Puis un A. Puis un K. Il hésita. Puis finit, Oda. Takoda. Ils se regardèrent en silence. Et dans ce silence, un pont invisible venait de naître. Depuis quelques jours, Bastien observait sa sœur avec curiosité. Elle sortait plus tôt que d'habitude.
Elle rentrait avec de la terre sur ses bottes, des mèches de cheveux collées par la sueur, le regard parfois lointain. Héloïse, d'ordinaire si calme, semblait porter un secret trop lourd pour son cœur. Un matin, alors qu'il faisait semblant de ramasser des œufs près de la grange, Bastien vit Héloïse entrer rapidement et refermer la porte derrière elle. Il fronça les sourcils. Il s'approcha, silencieux, mais la vieille porte en bois ne laissait rien passer. Il resta là, quelques secondes, puis retourna vers la maison, la tête pleine de questions. Le même jour, au village, un bruit courait dans les ruelles. Un soldat aurait aperçu un homme blessé rôdant près des champs, peut-être un étranger, peut-être un Apache. Ces murmures atteignirent vite les oreilles du capitaine Fournier. Grand, droit, toujours vêtu impeccablement de son uniforme bleu, le capitaine était un homme fier. Il avait remarqué Héloïse depuis longtemps. Il parlait souvent d'elle avec admiration à ses collègues. Il disait qu'une jeune femme comme elle méritait la sécurité et le confort. Il pensait aussi que, bientôt, elle serait sienne. Quand il entendit parler du fugitif, il proposa immédiatement une solution. Il faut inspecter toutes les fermes des environs, dit-il au conseil du village. C'est peut-être un éclaireur, un homme dangereux. Nous ne devons pas attendre qu'il attaque. Je propose que mes hommes et moi commencions demain matin. Le pasteur Roux, présent à la réunion, approuva aussitôt. Le mal aime se cacher dans les coins sombres. Et seule la lumière de Dieu peut le chasser, ajouta-t-il avec gravité. Héloïse, qui se trouvait non loin, sentit son cœur s'arrêter. Si les soldats fouillaient la grange, ils trouveraient Takoda. Et alors, tout serait perdu. Ce soir-là, elle monta dans sa chambre sans manger. Elle resta longtemps à regarder la lune à travers la petite fenêtre. En bas, son père et le capitaine discutaient. Leur voix grave montait comme une menace. Dans le silence de la nuit, elle prit une bougie, un linge propre, un peu de soupe froide, et sortit. Elle ouvrit doucement la trappe du cellier. Takoda l'attendait. Il s'assit, encore faible, mais plus solide qu'auparavant. « Ils vont venir, murmura-t-elle. Bientôt. Takoda ne répondit pas. Il la regarda longuement, puis hocha la tête, comme s'il avait déjà compris. Dans l'ombre, leurs deux souffles se mêlèrent. Le danger approchait, et il n'avait plus beaucoup de temps. Les jours passaient, et Takoda reprenait lentement des forces. Sa blessure guérissait bien. La fièvre était tombée. Son regard était plus vif, plus conscient. Il se levait parfois, s'appuyait contre le mur froid du cellier et respirait profondément, les yeux fermés. Héloïse le regardait sans oser parler. Elle n'avait jamais vu un homme aussi calme, aussi fort sans dire un seul mot. Chaque matin, elle lui apportait de l'eau, du pain, des herbes. Et chaque fois, il la remerciait d'un geste, une main posée sur le cœur, un regard profond, un hochement lent de la tête. Un après-midi, alors qu'elle descendait avec une lanterne, elle le trouva assis, concentré sur un petit morceau de bois. Il tenait un vieux couteau rouillé trouvé dans un coin du cellier. Ses mains sculptaient lentement, avec patience. Elle s'agenouilla près de lui et observa. Il ne dit rien. Il continua à tailler, à polir. Puis il lui tendit l'objet. C'était un petit faucon, aux ailes repliées, prêt à s'envoler. Son regard vers elle était grave, mais doux. Héloïse le prit entre ses mains, émue. « C'est pour moi ?» demanda-t-elle doucement. Takoda hocha la tête. Elle sentit sa gorge se serrer. Ce simple cadeau disait plus que 1000 mots. Depuis ce jour, quelque chose changea entre eux. Ils ne se parlaient pas. Ils n'en avaient pas besoin. Un regard suffisait. Un soupir. Un frôlement de doigts quand elle changeait ses bandages. Une présence qui réchauffait même l'air humide du cellier. Pendant ce temps, le capitaine Fournier venait presque tous les jours. Il s'installait au salon, buvait le thé avec le pasteur Roux, et lançait de longs regards à Héloïse. Il parlait du progrès, de l'ordre, de la sécurité. Il évoquait la guerre, les terres à civiliser, et les dangers à éliminer. Mais Héloïse n'écoutait pas. Son esprit était ailleurs. Son cœur battait dans l'ombre du cellier, là où le monde était plus vrai, plus simple. Une nuit, alors qu'elle s'apprêtait à remonter, Takoda prit doucement sa main. Il la serra, sans force, mais avec une intensité qui lui coupa le souffle. Elle sentit une chaleur étrange monter en elle. Une sensation inconnue. Pas la peur. Pas le doute. Non, c'était autre chose. Une liberté. Un feu doux qui dormait au fond de son être depuis toujours. Elle remonta en silence, le petit faucon de bois serré contre sa poitrine. Le soleil n'était pas encore levé que des sabots résonnaient déjà dans la vallée. Une poussière fine flottait dans l'air du matin. Les villageois sortaient sur le pas de leur porte, inquiets. Une patrouille militaire avançait lentement vers la ferme des Roux. En tête, le capitaine Fournier, fier sur son cheval brun, inspectait chaque bâtiment du regard. Héloïse observait depuis la fenêtre, les mains tremblantes. Son cœur battait fort. Dans la grange, à quelques mètres seulement, Takoda se cachait. Elle savait qu'un bruit, une erreur,
et tout serait perdu. Le pasteur Roux ouvrit grand la porte et salua les soldats d'un ton solennel. « Entrez, messieurs. Vous êtes ici chez des gens honnêtes. » Le capitaine descendit de cheval. « Nous avons reçu des rapports, monsieur le pasteur. Un homme étranger aurait été aperçu près de votre propriété. Il pourrait s'agir d'un éclaireur. Nous devons fouiller. Faites votre devoir, capitaine. » « Dieu est du côté de ceux qui cherchent la vérité, » répondit le pasteur en s'écartant. Héloïse sentit son estomac se nouer. Elle essaya de garder un visage calme, mais ses yeux ne pouvaient cacher la peur. Les soldats inspectèrent la maison, l'écurie, le puits. 2 d'entre eux se dirigèrent vers la grange. Elle s'avança, rapide. « Attention à la poutre instable à gauche, » dit-elle, sa voix plus forte que prévu. Elle indiqua une direction volontairement opposée au cellier. Les soldats hochèrent la tête, puis fouillèrent sans rien remarquer. Après une dizaine de minutes, la patrouille quitta la ferme. Le capitaine Fournier s'attarda. « Votre fille est d'une grande sagesse, monsieur Roux, » dit-il en regardant Héloïse. « Une femme de valeur mérite un avenir digne d'elle. » Le pasteur sourit avec fierté. « C'est justement ce dont je voulais vous parler. Je pense qu'il est temps d'unir nos familles. » Héloïse sentit le sol se dérober sous ses pieds. Aucun mot ne lui avait été adressé. Aucune question. Aucune demande. Le soir même, à table, son père annonça calmement. Le capitaine te fera la cour. C'est un homme d'ordre, de foi, de courage. Tu apprendras à l'aimer. Elle ne répondit pas. Elle regardait son assiette sans vraiment la voir. Son cœur était resté dans le cellier. Son souffle aussi. Quand la nuit tomba, elle retourna voir Takoda. Il l'attendait, assis en silence. Elle s'assit près de lui. Pendant de longues minutes, aucun mot ne fut échangé. Mais dans l'obscurité, elle sentit sa main chercher la sienne. Et cela valait toutes les paroles du monde. La lune était haute dans le ciel, ronde et silencieuse. L'air sentait l'herbe mouillée et la nuit profonde. Héloïse descendit dans le cellier comme chaque soir, sa lanterne à la main. Mais cette fois, elle trouva Takoda debout. Il était prêt. Il portait une chemise propre, celle qu'elle avait raccommodée en secret. Il avait noué ses longs cheveux sombres derrière sa tête. Ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle, une force tranquille, une certitude. Il n'était plus le blessé caché. Il était redevenu lui-même. Entier. Héloïse sentit une boule dans sa gorge. « Tu pars » demanda-t-elle d'une voix basse. Takoda hocha la tête. « Il est temps. Je ne peux plus rester ici. Ils viendront. Et je ne veux pas que tu sois en danger. » Elle voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Ses doigts tremblaient. Alors, doucement, il sortit quelque chose de sa poche. Un bracelet. Un simple morceau de cuir, tressé à la main. Au centre, une petite pierre turquoise, polie et brillante. Il s'approcha, prit son poignet avec délicatesse, et attacha le bracelet autour de sa peau. « Pour que tu te souviennes. »« Toujours, » dit-il lentement, en articulant chaque mot avec soin. Héloïse baissa les yeux vers le bracelet. Elle n'avait jamais vu quelque chose d'aussi simple, et d'aussi précieux. Ce n'était pas un bijou. C'était une promesse. Takoda posa sa main sur sa poitrine, puis sur la sienne. « Je reviendrai, » dit-il. « Pas comme fugitif. Mais comme chef. Libre. » La lanterne vacilla dans sa main. Elle ne voulait pas qu'il parte. Elle voulait encore un jour. Une nuit. Une heure. Mais elle savait qu'il avait raison. Ils montèrent lentement jusqu'à la surface. Le vent soufflait fort dehors. La brume s'étendait sur les champs comme un voile de coton. Takoda s'arrêta près de la vieille barrière en bois. Il regarda vers les collines, là où le ciel touchait la terre. « Ne m'oublie pas, » murmura-t-il. « Jamais, » répondit-elle. Il lui adressa un dernier regard. Puis, sans un bruit, il disparut dans la brume du matin. Héloïse resta là longtemps, le bracelet serré contre son cœur. Et pour la première fois, elle comprit ce que voulait dire le mot attendre. Le village était en agitation. Les femmes cousaient, les hommes transportaient des bancs, et le pasteur répétait des versets. Tout devait être parfait. Dans 3 jours, Héloïse allait devenir l'épouse du capitaine Fournier. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Héloïse, elle, ne disait rien. Elle souriait quand on lui parlait, elle remerciait poliment, elle essayait les robes, les gants, les coiffures. Mais à l'intérieur, elle était ailleurs. Son cœur n'était pas dans l'église. Il était loin, derrière les collines. Chaque nuit, elle regardait la lune, le bracelet en cuir toujours attaché à son poignet. Elle ne l'avait jamais enlevé. Un matin, alors que les enfants jouaient près du puits, une rumeur se propagea comme un vent soudain. Des cavaliers arrivaient. 20, peut-être plus. Ils ne portaient pas l'uniforme. Ils ne parlaient pas français. Ils venaient du sud. Les hommes du village prirent leurs fusils. Le capitaine Fournier ordonna qu'on ferme les portes. Le pasteur Roux appela au calme, mais sa voix tremblait. Quand les cavaliers s'approchèrent,
le silence tomba. Au centre du groupe chevauchait un homme droit, fier, vêtu de cuir brun orné de plumes et de perles. Autour de son cou brillait une pierre turquoise. Héloïse le reconnut avant même de voir son visage. Takoda. Il était revenu. Mais ce n'était plus le blessé caché sous une grange. C'était un chef. Les chevaux s'arrêtèrent à bonne distance. L'un des hommes leva la main, sans armes. Il avança seul, tenant une bannière de paix. Derrière lui, 20 chevaux d'une beauté rare formaient un cercle parfait. Le colonel présent dans la région sortit de la mairie. Il observait la scène avec sérieux. « Que veulent-ils » demanda-t-il à Fournier. Le capitaine répondit froidement. Le chef Apache demande un échange. Il dit qu'il a une dette. Et qu'il revient pour la payer. Quelle dette? Une vie. La sienne. Le silence fut encore plus lourd. Puis la voix du colonel résonna. Il offre 20 chevaux en prix de la mariée. Héloïse, debout près de la fontaine, sentit le monde tourner autour d'elle. 20 chevaux. Un trésor dans cette région sèche et pauvre. Une richesse que personne n'avait jamais vue. Pour celle qui l'a sauvée, dit le colonel, il offre paix, respect et alliance. Tous les regards se tournèrent vers elle. Le passé, le futur, et son cœur se rencontrèrent dans un seul battement. Le tumulte s'empara du village comme un orage soudain. Les hommes criaient, les femmes se signaient, les enfants se cachaient derrière les murs. Le pasteur roux hurlait que sa fille ne serait jamais offerte à un sauvage. Le capitaine Fournier, furieux, marchait en long et en large, ses bottes frappant le sol comme des coups de marteau. « C'est un affront, une provocation » cria-t-il. « Elle est promise à moi. J'ai l'accord du père. » Le colonel, un homme aux cheveux gris et au regard calme, ne bougea pas. Il observa les visages, les gestes, la peur dans les yeux. « Ce territoire suit la loi, dit-il d'une voix ferme. Et selon la loi, une femme adulte a le droit de choisir. Même si son choix déplaît. » Le pasteur roux s'approcha du colonel, son visage rouge de colère. « Elle est ma fille. Elle est sous mon toit. Elle obéira à Dieu. » Mais le colonel ne céda pas. « Ni vous, ni le capitaine, ni même moi ne pouvons décider pour elle. » Dans un silence soudain, Héloïse fit un pas en avant. « Je veux lui parler, dit-elle. »« À lui. À Takoda. » Tous se tournèrent vers elle. Son père ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Le capitaine serra les poings. Le colonel, lui, hocha lentement la tête. C'est une demande raisonnable. Il ordonna qu'on ouvre la barrière. 2 soldats l'accompagnèrent jusqu'à la ligne entre le village et la délégation Apache. Takoda s'avança seul, droit, calme. La pierre turquoise brillait toujours contre sa poitrine. Ses yeux ne quittèrent pas Héloïse une seule seconde. Ils se rencontrèrent au milieu, entre 2 mondes. Entre 2 vies. Elle n'avait pas préparé de discours. Elle n'avait pas de réponse toute faite. Mais quand elle vit ses yeux, elle sut. « Tu es revenu, murmura-t-elle. » Il inclina la tête, puis parla dans un français lent et clair. « J'ai promis. Je suis venu comme chef. Pas pour te voler, mais pour t'honorer. » Autour d'eux, le silence était profond. « Et si je dis non » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Alors je repartirai. Sans colère. Sans guerre. Je repartirai, mais je t'emmènerai toujours dans mon cœur. » Elle ferma les yeux un instant. Le vent passa entre eux, léger, presque doux. Quand elle rouvrit les yeux, elle savait déjà. Son cœur avait choisi. Maintenant, il fallait que ses mots suivent. Le soleil était haut dans le ciel, mais l'air semblait figé. Personne ne parlait. Les soldats restaient immobiles. Les villageois observaient, les yeux écarquillés, les mains serrées sur les cœurs. Le capitaine Fournier fixait l'horizon avec fureur. Le pasteur roux tenait sa Bible contre sa poitrine comme un bouclier. Et Héloïse marchait. Seule. Ses pas soulevaient un peu de poussière sur le sol sec. Le vent jouait avec les pans de sa robe claire. À son poignet, le bracelet en cuir semblait vibrer contre sa peau. Elle marchait lentement. Mais sans hésiter. Takoda l'attendait au centre de la plaine. Derrière lui, son peuple. Derrière elle, le sien. 2 mondes. 2 visions. 2 futurs. Elle s'arrêta à quelques pas de lui. Le silence devint plus fort que le bruit. Ils se regardèrent. Longtemps. Elle vit dans ses yeux tout ce qu'il ne disait pas. Le respect. L'attente. Le doute. Mais aussi la certitude qu'il ne ferait rien sans son accord. Elle inspira profondément. Puis parla. « Je choisis la liberté. » Elle avança. Elle tendit la main. Takoda la prit, sans brusquerie, avec une lenteur presque solennelle. Leurs doigts s'entrelacèrent. Et ce simple geste fut comme un tonnerre silencieux dans les cœurs de ceux qui regardaient. Derrière eux, le capitaine Fournier fit un pas en avant, le visage déformé par la rage. « C'est une folie » cria-t-il. « Tu vas tout perdre, Héloïse. » Mais elle ne répondit pas. Le pasteur roux leva sa voix tremblante.
Tu rejettes ta famille, ta foi, ton avenir. Mais elle resta droite. Le colonel, lui, ne dit rien. Il observa. Puis, doucement, il fit signe à ses hommes de ne pas intervenir. Dans ce moment suspendu, Héloïse sentit que quelque chose en elle se brisait, pour se reconstruire autrement. Elle n'était plus l'enfant docile. Elle n'était pas encore une épouse. Elle n'était pas une rebelle. Elle était simplement, elle-même. Libre. Elle serra plus fort la main de Takoda. Et, ensemble, ils se tournèrent vers la foule. Ils ne fuyaient pas. Ils avançaient. Main dans la main. Le cheval de Takoda s'approcha lentement. Ses sabots soulevaient la poussière dorée du sol. Il était magnifique, haut, fort, orné de plumes et de cuir finement tressé. Takoda aida Héloïse à monter. Il la souleva avec une grâce tranquille, comme si elle ne pesait rien. Elle s'assit devant lui. Son cœur battait fort, mais pas de peur. C'était un battement nouveau. Celui de quelqu'un qui choisit. Le silence régnait encore dans le village. Parmi la foule, Bastien se glissa jusqu'à l'avant, les yeux brillants. Dans sa main, il tenait quelque chose. Le petit faucon en bois. Il l'avait gardé. Protégé. Il le leva lentement vers sa sœur, les doigts serrés autour du souvenir. Leurs regards se croisèrent. Aucun mot n'était nécessaire. Héloïse inclina la tête avec un sourire fragile. Bastien comprenait. Elle l'aimait. Elle reviendrait. Un jour. Le pasteur roux s'avança d'un pas. « Tu n'es plus ma fille » dit-il d'une voix dure. Ces mots tombèrent comme des pierres. Mais Héloïse ne se retourna pas. Elle ne pleura pas. Elle regardait l'horizon. Là-bas, les montagnes se dessinaient au loin, dans une lumière douce. Elle semblait l'appeler. Là-bas, il y avait un monde sans chaîne. Un monde de feux de camp, de ciel ouvert, de regards sincères. Un monde sans mur. Un monde où l'on aimait librement. Takoda toucha doucement son poignet, là où brillait encore le bracelet de cuir et de turquoise. Puis il prit les rênes. « Prête » demanda-t-il. Elle tourna la tête vers lui. Et dit simplement « Oui ». Le cheval se mit en marche. Lentement d'abord, puis d'un pas plus rapide. Autour d'eux, les guerriers apaches formèrent un cercle protecteur. Pas pour enfermer. Pour honorer. Héloïse ne regarda pas en arrière. Le village s'effaçait derrière elle, comme un rêve trop étroit. Devant elle, l'air était plus clair. Le vent plus vaste. Elle posa la main sur la sangle du cheval, et leva les yeux vers le ciel. Un faucon tournoyait au-dessus d'eux. Libre. Immense. Vivant. Comme elle. Cette histoire vous a touché? Avez-vous ressenti, comme Héloïse, ce besoin de liberté, de vérité, d'amour plus fort que les règles? Si cette histoire vous a fait rêver, réfléchir ou vibrer, alors soutenez notre travail. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits puissants, vrais et inoubliables. Laissez un commentaire, qu'auriez-vous choisi à la place d'Héloïse? Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit, lui aussi, en l'amour sans frontières. À bientôt pour une nouvelle histoire, là où les cœurs parlent plus fort que les lois.